Bonjour. Mon objectif principal au travers de ce livre était d'essayer d'expliquer la révolution sexuelle aux chrétiens et aux non-chrétiens qui seraient intéressés, particulièrement telle qu'elle se manifeste durant notre période, celle de l'émergence du mouvement transsexuel. En réalité, j'analyse cette révolution au travers d'un contexte plus large, qui est celui de l'histoire intellectuelle de l'Europe de ces 300 dernières années. Tous les livres d'histoire doivent bien partir d'un point et c'est souvent l'élément le plus difficile à déterminer. En effet, quel que soit le point de départ, on peut toujours remonter plus loin pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Et pour autant, il faut bien commencer quelque part. Alors j'aurais pu certainement commencer par le philosophe français Descartes, le plus important pour moi étant ce mouvement de subjectivisation qui s'est installé à partir de la fin du Moyen-Âge. Il est d'ailleurs particulièrement bien mis en lumière par Descartes dans sa quête de la certitude. Je pense, donc je suis, au travers du doute méthodique. J'ai pourtant choisi Rousseau parce qu'il diffère de Descartes sur deux points. D'abord, Rousseau met réellement l'accent sur les émotions. Et je pense que tout ce que nous voyons aujourd'hui est, pour simplifier, motivé par les émotions. Notre époque se caractérise en effet par son emphase mise sur les sentiments et les désirs. Rousseau est véritablement le penseur idéal pour retracer cette tendance. Ensuite, il a également inspiré un mouvement culturel très influent. Nous l'appelons aujourd'hui le romantisme. Et je pense qu'on peut constater que les idées de Rousseau font désormais partie intégrante de la culture populaire. Il est devenu très influent en partie parce qu'il a inspiré les plus grandes figures artistiques. Nous pouvons citer les romantiques français ou allemands. Mais vous pouvez certainement constater l'influence de Rousseau à travers les histoires françaises ou allemandes du romantisme. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi Rousseau. En effet, aujourd'hui, nous avons tendance à mettre en avant l'authenticité du moi. Et Rousseau est le précurseur de cette idée. Yeah, of course, one of the pleasures of writing a book like this is that I get to write on the figures me and Marx and Freud have always L'un des plaisirs que l'on prend à écrire un livre comme celui-ci, c'est qu'on a l'occasion d'écrire sur des personnages qui nous fascinent. Or, Marx et Freud m'ont toujours fasciné. Marx est intéressant pour un certain nombre de raisons. Premièrement, il fait partie d'un mouvement datant du XIXe siècle, influencé pour une grande partie par Hegel, un philosophe allemand. Hegel conçoit la nature humaine comme plastique, c'est-à-dire comme étant générée par les circonstances historiques, plutôt que par une morale stable et durable. Marx est également un important précurseur de cette idée. Deuxièmement, il est connu pour tout politiser. Marx considère que l'essence de chaque individu est constituée par ses relations économiques et sa position par rapport au système de production économique. Et ce faisant, il abolit le pré-politique. Selon lui, tout est politique, même quelque chose d'aussi anodin que des scouts au coin de la rue. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes aussi enclins à penser comme tel et à tout politiser. Freud est un personnage clé parce qu'il est celui qui va propulser l'idée de Rousseau sur le moi. Pour ce psychanalyste, nous sommes nos désirs et nos sentiments intérieurs. De plus, l'aspect le plus fondamental de nos désirs et sentiments intérieurs est qu'ils sont sombres et sexuels. Freud a vraiment aidé à façonner cette notion du moi, où la sexualité cesse d'être vue comme étant une activité et devient plutôt une partie intégrante de l'identité humaine. Si vous lisez la Bible, la sexualité est essentiellement considérée comme une activité, comme quelque chose que l'on fait. La Bible parle d'ailleurs de façon correcte de pratiquer la sexualité et également de façon incorrecte de pratique immorale. Mais jamais elle ne considère la sexualité comme une identité en soi. À l'inverse, de nos jours, nous parlons couramment d'hétéros, de gays, de lesbiennes, de bi. Ces termes identitaires nous obligent à voir nos désirs sexuels comme étant au fondement de qui nous sommes. J'ai toujours été intéressé par Jean-Paul Sartre, mais plus pour ses romans et ses pièces de théâtre que pour son apport philosophique. C'était un grand écrivain, il avait un réel talent littéraire. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est passé de mode. Il n'exerce plus vraiment d'influence dans le débat public. C'est vrai que sa distinction entre l'existence et l'essence est au cœur de la pensée moderne.
L'existence précède l'essence pour Sartre. En revanche, je pense que Simone de Beauvoir est un personnage clé, alors que d'une certaine manière, elle a souvent joué les seconds couteaux derrière Sartre. Elle était présentée comme la compagne de Sartre, mais j'aurais presque envie de dire que c'était plutôt Sartre qui était son compagnon à elle. Simone de Beauvoir est une penseuse beaucoup plus influente. Ses idées sur le féminisme et sur la théorie du genre ont vraiment nourri le mouvement transgenre. Un texte comme Le deuxième sexe est absolument fondamental pour comprendre le développement des théories du genre qui a amené au mouvement transgenre actuel. En ce qui concerne Michel Foucault, à vrai dire, je suis en train de relire actuellement son œuvre magistrale Histoire de la sexualité pour un petit article que je dois écrire. Son départ de la France vers les États-Unis est un petit peu étrange. La vision que j'ai des penseurs français de la seconde moitié du XXe siècle me fait penser qu'ils écrivaient sur la toile de fond de l'occupation et des traumatismes de leur temps. Je les vois donc comme pessimistes et sombres. C'est donc étonnant qu'un certain nombre d'entre eux soient venus s'installer aux États-Unis, une terre d'optimistes, sans traumatisme réel causé par la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Foucault était bien plus influent aux États-Unis qu'en France, à mon sens. Il est, selon moi, un penseur très stimulant, et sa vision du pouvoir est particulièrement fascinante. Il me semble que les chrétiens auraient de quoi apprendre de lui. Nous savons tous que les êtres humains sont pécheurs, et que même nos actions les plus altruistes sont entachées de péché, avec un fond de manipulation. C'est pourquoi je n'écarterai pas Foucault du débat, d'autant qu'il a grandement influencé des personnages tels que Judith Butler, qui aux États-Unis ont établi la notion du genre, qui a ouvert par la suite la voie à la théorie du genre. J'aimerais aussi ajouter qu'il me semble que la philosophie française est bien plus intéressante que la philosophie anglaise ou américaine. Et ça va aussi pour la philosophie allemande. C'est beaucoup plus captivant que les œuvres anglo-saxonnes qui me tombent vraiment des mains.